OK. Bon, bah, merci beaucoup pour cette invitation et puis cette possibilité de faire une conférence de cette sorte. Hem, c'est vraiment appréciable, hein, même si, j'avoue, j'ai galéré un petit peu cet après-midi, pour monter mon fichier. Puis, je suis un peu déçu de vous présenter ça comme ça, mais voilà, je réclame humblement votre indulgence, voilà. Alors, pour vous en dire plus sur moi, parce que j'ai pas fait de longs slides, expliquant mon pédigré, en fait, je suis, historien des armes et armures, donc je suis plutôt spécialisé dans les réserves d'armes anciennes et je suis conservateur, d'expositions pour, bah, des musées comme, le musée de l'armée de Bruxelles en ce moment, les musées d'armes en Suisse. Et j'ai travaillé, au Palais ducal de Venise sur les inventaires et les provenances des armes, dans les collections. Donc j'ai fait une thèse sur le sujet, qui portait sur les princes de Savoie, les armes et armures des princes de Savoie au Moyen Âge et à la Renaissance. Mais, quand j'étais au musée de Morges en Suisse, on m'a demandé de plancher sur un sujet d'exposition qui valoriserait les collections qu'on ne voit pas souvent. Et les collections qu'on ne voit pas souvent, ça voulait dire les armes, asiatiques, les armes un peu étranges, les armes contemporaines, de guerre, tout ce qui en fait n'est pas dans les parcours permanents. Et c'est la même chose en France, hein, il y a des musées d'armes qui ont énormément de choses en réserve et pas que d'armes, hein. Et tout ce patrimoine n'est pas toujours facile à valoriser. Et je me suis dit finalement que, en tant que «geek» entre guillemets, en tant que passionné de pop culture, ben, je pouvais peut-être, trouver des équivalents dans les films et me servir de cette culture, contemporaine pour, la valoriser au musée, et pas seulement, l'utiliser, comme un prétexte, quoi. Donc ça m'a amené à regarder tout un tas de films et de séries que j'ai pas pu voir pendant ma thèse, que j'étais trop, bloqué sur des auteurs italiens de la fin du 19e siècle. J'ai enfin pu voir des trucs qui me plaisaient, dont des tas de choses, dont, bah, voilà, des séries et des tas de choses comme Altered Carbone ou bien des choses que j'ai découvertes grâce à ça. Et forcément, j'y ai vu dans ces films et séries, bah, des armes que j'ai l'habitude d'étudier, dans ma vie professionnelle, donc ça a été assez intéressant. Et donc on a fait, une expo donc qui était, au château de Morges, qui s'est tenue, en 2018, en fait, qui a été prolongée d'1 an parce qu'on a eu pas mal de succès, on était assez contents, et qui, était axée sur les armes et armures dans les mondes imaginaires. Donc c'était 3 salles complètes où on m'a permis en gros de confronter des armes réelles avec des armes de cinéma. Et le problème, c'est que pour trouver des armes de cinéma, il y avait plein d'enjeux de droit, à respecter. Donc on pouvait pas, utiliser des images comme on voulait, et puis je voulais quand même avoir des objets de tournage. Donc j'ai contacté plein de productions, pas mal d'artisans, ayant un pied un petit peu dans le milieu parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille parfois comme consultant pour des plateaux ou pour des figurations. Bah, du coup, j'ai des relations un petit peu, humbles là-dedans, puis par l'entremise de gens en commun, j'ai réussi à retrouver des gens qui m'ont prêté, des objets de tournage, donc c'était assez sympa. Et cette expo va avoir, une version française, qu'on va inaugurer bientôt au château de Foix dans les Pyrénées et qui va tourner autour des épées, plutôt que toutes les armes. Alors que l'expo de Morges, allait de Conan à Star Wars, en gros. Et on a fait un catalogue, qui s'appelle Pop Arms pour être un peu plus, vendeur les références. Et qui porte sur le contenu de l'exposition et sur aussi tout le travail de recherche pour savoir un petit peu finalement, pourquoi les armes iconiques du cinéma utilisent des objets réels, quelles sont les raisons et pourquoi est-ce que, elles deviennent iconiques finalement? Qu'est-ce qui joue un rôle là-dedans? Donc si ça vous intéresse, je vous en dirai plus personnellement à ceux que ça tente. Mais, voilà un petit peu pour vous en dire, un peu plus. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc, en gros, alors est-ce que vous voyez quelque chose là? Parce que moi je vois, mon slide, mais je vois que sur l'écran de Soline, on voit rien. C'est normal. Est-ce que les autres, vous voyez quelque chose? Je passe à l'autre, c'est pareil, moi je vois quelque chose, mais Ça charge.
Alors attends, excusez-moi, hein. Alors moi, quand je me retourne, ça marche. Ouais, voilà. Mais Soline, toi, tu vois rien, hein. Bon. Alors, en tout cas, c'est un slide où il y a que du texte. Donc je vous le lis. Il est marqué: «Inspiration de la réalité, liberté de l'écran». Qu'est-ce qui se dit? J'ai raté la ligne. C'est pas grave. Donc en tout cas, pour revenir au sujet, on verra si les slides passent. C'est qu'il y a toujours une inspiration de la réalité pour les armes, au cinéma parce que, d'abord l'œil du public ne va pas être, dupe. En fait, créer une arme de A à Z, c'est pas si simple. Pour que le spectateur adhère à l'idée d'une arme et qu'en plus il se projette un petit peu dans le parcours du personnage, il y a toujours, une inspiration de la réalité. C'est pas une règle, mais c'est que, lorsqu'on s'éloigne de la réalité, on remarque que les armes deviennent un peu moins iconiques. Par exemple, les armes de Star Trek sont très iconiques chez les fans. On connaît, leur forme un petit peu de sèche-cheveux, pour reprendre leurs termes, hein, c'est pas les miens. Mais en tout cas, ça s'éloigne un peu des armes à feu traditionnelles. Alors que Star Wars, ce sont des univers où ils vont réutiliser des armes de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale et ça fait le succès de certaines armes comme celle de d'Han Solo. Et bien sûr, là où est la liberté de l'écran, c'est qu'on fait faire à ces armes un peu ce qu'on veut. Donc je continue et donc ça me permet de vous parler d'abord des origines et donc des mondes du fer, c'est-à-dire les mondes les plus anciens. C'est le cas de Conan le barbare, ou la rouille obsolète parce que, vous allez voir, les armes de Conan ont des particularités qui ne se retrouvent pas dans le monde traditionnel humain tel qu'on le connaît. Alors pour tous les fans de Conan, cette image, est éloquente. C'est la scène mythique où Conan va trouver l'épée du roi, atlantéen, donc l'épée atlantéenne qui va, être, aussi iconique dans l'œuvre de Conan et donc on la voit là sur la gauche, aux côtés du trône, du roi. Et donc cette épée, puisque Conan se retrouve dans cette tombe, alors, voilà, moi je la vois pas à l'écran et cette fois-ci je vois que, ma petite camarade, elle la voit, donc j'espère que vous la voyez tous. Hem, c'est, hem, c'est en tout cas, le moment où il saisit cette arme et cette arme quand, Conan la saisit en main, elle est toute rouillée. Il y a de l'oxydation sur la poignée qui est en bronze et elle est recouverte de toile d'araignée. Ça rappelle un petit peu les objets qu'on peut trouver en archéologie, sauf qu'il y a pas de toile d'araignée dans le sol, mais ça mélange en fait, l'apparence que les objets ont aussi dans les musées, dans les vieilles réserves et celle qu'on trouve dans l'archéologie. Mais ce qui se passe avec Conan, alors il la frotte, rapidement, hein, puisque déjà il est content de la trouver et très vite, il va faire un truc incroyable, il va frapper tout de suite sur le tombeau devant lui, sur la plaque, de la pierre tombale et miracle, eh bien, la rouille qui est une espèce dans ce cas-là de gangue, juste une espèce de couche superficielle tombe et bah, il sourit d'ailleurs on le voit, il est tout content et hop, c'est presque tranchant, dis donc. Juste après, ben, il sort alors je vous dévoile trop vite, j'ai dû virer ces slides pour, diminuer la taille du fichier. Juste après, il sort du tombeau et il va utiliser directement cette épée en coupant ses chaînes. Donc en plus, elle tranche, le fer ou en tout cas, quelque chose d'assez dur et il monte l'épée vers son visage et on voit que l'acier est éclatant. Il est un peu patiné, mais il est éclatant et le bronze est devenu brun, patiné comme s'il l'avait manipulé en main. Donc ça évidemment, c'est parce que, l'épée atlantéenne est une épée, particulière, magique, hein, bien sûr, sauf que dans la réalité, dans les œuvres archéologiques qu'on retrouve, si on prend un équivalent en termes de dimension, par exemple cette épée médiévale qui a été trouvée en Pologne il y a pas très longtemps, si on s'amusait ou si l'archéologue qui la trouve s'amuse à la frapper, contre une pierre juste après l'avoir trouvée, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle tombe en morceaux et qu'elle ne puisse servir à attaquer des ennemis ou à trancher une chaîne, encore moins. Alors du coup, ça pose la question de la date de la tombe du roi atlantéen, mais c'est pas grave, de toute façon, moi j'en veux pas à Conan, et aux concepteurs, à Milius pour ça. C'est là où la liberté de l'écran s'exprime et ça fait juste sourire quand on connaît les objets authentiques. Il y a beaucoup d'historiens qui sont pas contents de ces petites anecdotes. Moi, j'adore
parce que ça montre bien là où, la réalité s'arrête dans la fiction. Donc c'est de toute façon intéressant. Ça c'est une autre, épée viking qui a été trouvée alors soi-disant à l'air libre, encore que le cas est pas très sûr, hein. En fait, la trouvaille qui a été faite, mérite d'être, un peu investiguée, mais en tout cas, elle a été trouvée, dans la nature par des chasseurs et elle est assez incroyablement préservée parce que c'est des aciers d'assez bonne qualité, on va dire, mais par contre qui peuvent quand même, être très fragiles si on les emploie. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a plus de poignées, hein, il y a plus de bois ni de matériaux organiques. Donc cette épée, si on l'emploie, directement, on va se retrouver avec des problèmes de manipulation. D'autant que la lame est rouillée, donc elle va présenter une adhérence, qui est pas toujours désirable par un combattant. Enfin bref, c'est pas une bonne idée d'utiliser une arme rouillée, sauf si on y est forcé, bien entendu, comme dans Willow ou comme dans d'autres films, on peut les comprendre. Alors ça me permet de passer à un autre, univers, c'est celui de Game of Thrones et de vous parler un peu de métallurgie, parce que vous connaissez tous ou ceux qui connaissent la série, vous connaissez tous l'acier valyrien, que moi j'appelle l'acier libertin parce qu'il a des propriétés, encore une fois, qui sont assez, intrigantes et notamment, dans une scène, où on va comprendre un petit peu les limites de cette métallurgie. Donc l'acier valyrien, c'est, de l'acier, donc c'est un alliage ferreux, heu, où le fer est simplement, enrichi en carbone pour devenir très dur, qui est commun à toutes les armes. Et là où l'acier valyrien a été interprété à l'écran, c'est qu'il est fait d'un damas, donc d'une espèce de mélange d'acier et de fer, comme les armes des épées vikings ou comme les armes, indo-européennes. Et donc là, on voit le cas dans une vidéo que j'ai pas pu vous mettre, mais de l'épée de Ned Stark, Ice, qui va être utilisée d'abord pour le décapiter et ensuite désolé, hein, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu la série et ensuite, Tywin Lannister va la faire démonter pour en faire 2 épées pour ses fils, Joffrey et Jaime. Et d'ailleurs, là, on va voir une première scène assez ahurissante, c'est que le forgeron qui démonte l'épée, qui n'est autre d'ailleurs que Tommy Dunn, donc le forgeron qui a fait toutes les épées de la série. C'est un petit peu un clin d'œil comme dans Excalibur où on voit apparaître, English dans une scène. Donc là, c'est l'armurier de Game of Thrones qui manipule l'épée. Il tape 2 fois sur la garde et miracle, le pommeau se libère et toute la poignée peut être démontée. Alors dans la réalité, c'est pas possible du tout parce qu'il faudrait chauffer l'arrière du pommeau où la soie a été rivetée pour, la déformer à nouveau, parce qu'en fait, elle est fermée comme un clou et c'est ça qui donne sa rigidité à une épée médiévale. Et donc il faudrait la chauffer au chalumeau, la détendre, retirer la soie, retirer le pommeau et seulement à ce moment-là, on pourrait la démonter. Donc là, ils vont un petit peu vite évidemment, mais c'est pas encore trop grave. Ce qui est grave, c'est la suite. Grave, c'est pas grave, hein, mais au niveau de la technologie, c'est pas possible. Ils mettent l'épée à plat dans un foyer, elle rougit très, très vite et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils la coulent dans un creuset comme un matériau, beaucoup plus mou que l'acier, comme du bronze, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la couler dans une forme en pierre, où on voit se dessiner 2 lames d'épée. Alors évidemment, c'était complètement dramatique. C'était une séquence vidéo qui était faite pour entamer, la nouvelle saison, ça se voulait dramatique. C'était la seconde saison et Tywin Lannister faisait faire ses épées pour ses fils. Mais c'est pas possible avec de l'acier, métallurgiquement, il faut en fait le reforger, il faut l'étendre à nouveau au marteau et le marteler pour le travailler. On peut pas le couler comme ça avant, on fait pas de fonte de fer avant le XVIIIe siècle. Enfin avant le XVIe, mais c'est compliqué, avant. Mais bref, c'est pas très grave. Heu, voilà des épées en acier authentiques, donc des épées en damas de vikings ou en tout cas des épées scandinaves, dont on voit bien la structure. Si vous regardez, l'image en bas, à droite, on voit que le cœur n'est pas le même que les tranchants et c'est parce que tous ces matériaux ont été, en fait forgés ensemble, ont été soudés ensemble. Donc c'est des lames qui n'ont rien à envier aux katanas, japonais. C'est vraiment de la très, très haute métallurgie, qui combine le fait d'être à la fois souple et très tranchant, très léger également et si on se bat avec une telle épée, et bien on a de la chance, de ne pas la casser. Elle peut, casser très difficilement parce qu'elle est faite de cette multistructure
Donc c'est une arme d'une très haute technologie. Pourquoi on va abandonner ces technologies au Moyen Âge? C'est essentiellement pour des raisons de production et de rapidité de fabrication. La technologie va se perdre au cours du XVe siècle, enfin au cours du Moyen Âge, et on va pas la retrouver avant le 19e. Hem, donc ça, on peut pas le on est obligé de le reforger et là, vous voyez, il y a un échantillon de ce qu'on doit faire à la forge. On voit bien les torsades, du damas qui s'expriment dans le billet ou le billot de forge et en dessous, on a le résultat après avoir, forgé et ça, on est obligé de passer par le feu et le marteau. Donc ici, voilà justement un billet de damas, hein, qui est fait en Chine. Il y a énormément d'armes pour des films maintenant qui viennent de forges chinoises, hein. C'est le cas, par exemple, de toutes les armes où il y a des katanas qui apparaissent. Par exemple, je pense à Iron Fist, la série Iron Fist, ben, les katanas de la main, viennent tous, de forges chinoises, que je connais bien du coup maintenant et qui partagent assez facilement leur méthode de production et ça vient de chez eux. C'est un billet de forge qui est en train d'être préparé pour faire du damas rouge et noir et je vous livre ça comme anecdote, mais normalement dans les bouquins, ben, Martin, J.R.R. Martin explique que l'acier valyrien, il est rouge et noir normalement. Il y a quelques illustrateurs qui l'ont fait, mais pour la série, ils ont fait le choix d'avoir un damas, plus classique. Si on avait voulu, donc là, c'est pareil, hein, c'est un damas qui est forgé. On voit un petit peu, il faut vraiment arriver à faire une matière homogène avec ça. Donc ce qu'ils ont utilisé comme technologie, elle existe aussi, hein, le fait de couler des épées. Mais c'est avec ce type d'épée-là, donc c'est des épées celtes, de l'âge du bronze, qui sont en Écosse, au Musée national, d'Édimbourg et ce sont des épées qui sont coulées en bronze et qui sont même parfois martelées, après, avoir été coulées. Parce que c'est simplement l'âge du bronze et on n'a pas encore mis au point des techniques, pour fabriquer des lames de fer et dès qu'on va arriver à le faire, on va le faire. Parce que les lames de bronze, présentent tout un tas d'inconvénients au-delà du poids, hein, le bronze est plus lourd que l'acier. Il y a des questions aussi de résistance et de tension. Mais par contre, on les coulerait pas visuellement. On ne pourrait pas, voir la lame se dessiner dans le creuset. On est obligé de faire un creuset fermé. Donc là, on voit une image de la reconstitution d'une épée de l'âge du bronze. Eh bien, le moule est à l'intérieur et on coule le bronze par un orifice. Il y a des trous de sortie à l'arrière à la fin du moule et donc on ne voit pas la lame se dessiner. On est obligé de le faire à l'aveugle. Le moule est fermé dedans. Mais évidemment, Game of Thrones et les choix visuels qui ont été faits par la production étaient dictés par, des volontés de dramatiser la scène. Ce que je comprends tout à fait. Ça m'a juste fait, rigoler évidemment, sourire on va dire quand j'ai vu la séquence, mais je comprends tout à fait, cette question de volonté. Seulement parfois, je pense que c'est possible quand même de le faire en respectant des techniques traditionnelles. C'est simplement que, soit ils ne se posent pas la question, soit ils n'ont pas de consultant, qui peut leur indiquer une méthode ou bien ils sont trop à l'arrache pour le tournage. Enfin bref, il y a des phénomènes qui s'en mêlent. Je pourrais en parler, mais c'est pas le lieu de développer ça. Mais si vous avez des questions là-dessus, après, je prends volontiers du temps pour ça. Alors, donc voilà, par exemple, ben, ce qu'on trouve quand on ouvre le moule après avoir fait le coulage. Là, c'était, une expérimentation faite en Italie et là, on commence à voir le résultat. Eh bien, l'épée n'est pas finie, elle est brute, donc elle va passer par tout un tas de productions, encore derrière. Alors, à propos de Game of Thrones, il y a une anecdote assez drôle. Alors, j'ai pas pu vous mettre la séquence, hein, c'était pour vous faire rire en fin de séquence là-dessus, mais c'est qu'on voit bien sur certaines séquences, qu'ils ont, des armes en caoutchouc, notamment pour les cascades et donc là, ils ont fait des moulages de leurs épées en fer et ils les ont reproduites, parfois même avec le fourreau intégré, pour des scènes de cascade et là, c'est une scène, au début de la bataille des Bâtards où, Jon Snow monte à cheval, et on voit son épée flageoler. Et ben, c'est un effet que les monteurs essayent de traquer, mais parfois les prises de vue sont faites, on peut rien y changer, où on voit que les armes, dans les mains des acteurs, se comportent, bah, comme des matériaux, souples, hein, qui sont pour des questions d'assurance et de cascade. Puis bon, ça, c'est pas grave, ça fait des plats prêts pour les spectateurs. Mais c'est vrai que ça montre un petit peu le fait que les épées à l'écran sont plurielles. Il y a pas que des épées en acier, ou en aluminium. Alors on passe à un autre registre, on va quitter un peu le fantastique, parler de l'histoire, mais c'est pas très grave, ça reste dans le même ton.
d'un film qui a d'ailleurs influencé énormément, les scènes de combat, justement, Game of Thrones. Est-ce qu'il y aurait eu des scènes de combat aussi, immersives s'il n'y avait pas eu, Braveheart? Peut-être pas. En tout cas, Braveheart a expérimenté des méthodes de filmer au creux de la scène. Donc il y a les caméramans qui portaient des armures et des costumes au milieu des tournages. C'était assez impressionnant d'organisation. Par contre, au niveau, effet de combat, voilà, c'est un peu la boucherie créative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu vous mettre l'image, mais pour les fans, vous connaissez les séquences. Il y a énormément de combattants qui ont des épées et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils arrivent à couper des jambes entières comme des jambons. Ils arrivent à couper j'ai pas, trouvé d'image, aussi éloquente, mais on voit, à quel point il y a un marteau qui, fait exploser un crâne à l'intérieur d'un casque. Enfin, c'est incroyable, c'est la boucherie, la absolue. Hem Et ça a contribué au succès du film. C'est sûr. Heu, En termes de réalisme, bah, c'est surréaliste, en fait, c'est pas du tout réaliste. C'est-à-dire que les effets obtenus, donc la mêlée, le sang, la boue, les gens qui bougent, d'accord, mais les effets des armes à l'écran, par contre, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Il y a trop d'hémoglobine, au sens, strict. C'est pas tellement qu'il y aurait pas eu de sang, bien sûr, hein, il y a du sang quand on voit les dégâts, sur les corps de la bataille de Visby en Norvège. Il y a énormément de blessures sur les corps, ce qui veut dire qu'il y a eu des impacts francs sur les corps. Donc il y a bien sûr eu de l'hémoglobine, mais les effets à l'écran ne sont pas les mêmes. En fait, c'est pas très impressionnant un vrai effet d'une épée qui, atteint, un cou ou une tête. C'est moins impressionnant qu'un bras qui est coupé, sectionné complètement et qui vole à quelques mètres, quoi. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suivi les mêmes postulats que les miniaturistes et les peintres de manuscrits du Moyen Âge, qui exagèrent les scènes de croisade, par exemple. Et donc on le voit dans des scènes classiques comme celle de la Bible de Maciejowski ou bien d'autres romans d'Alexandre ou de Troie ou que sais-je. Les héros tranchent les gens en 2 complètement avec leurs armes, même parfois ils tranchent les chevaux, et ben, c'est la même logique que Braveheart. En fait, Braveheart ne fait que, suivre, une longue série d'exagérations. C'est un petit peu la filmographie de nos ancêtres, hein, finalement. Godefroy de Bouillon qui tranche un type en 2 et le chameau avec, dans les chroniques qui lui sont consacrées, ben, il y a des scènes de ce genre qui sont décrites. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, les matériaux, heu, donnent quand même une résistance aux armes humaines qu'on peut pas contourner, de manière, irréversible. Il y a beaucoup de mecs sur Facebook ou bien sur, YouTube ou autres qui font des tests. Alors, il y a de tout, il y a à boire et à manger, mais je vous invite à aller voir vous-même. Même si on utilise une arme très puissante comme une hache et qu'on la lance à pleine volée sur du cuir, bouilli ou bien du cuir, assez épais comme les armures, ont pu être, et je parle même pas d'acier ou de cotte de maille, on arrive, assez rarement à transpercer complètement le matériau. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on broie les os ou on fait des traumatismes à travers les matériaux, ça c'est certain. Mais par contre, on ne peut pas trancher, à travers un membre, la broigne, donc la cuirasse, ou la partie de l'armure du propriétaire, de la cotte de maille, du textile et en plus le membre et sans compter l'ossature à l'intérieur. Ça, c'est digne de film de samouraï, quoi. Il faudrait que les musées d'armes se mettent à faire des tests, des vrais tests, hein, je ne parle pas de tests juste pour le public, mais de petits tests. Alors il y a eu quelques essais, hein, notamment chez les musées américains et anglais, mais en France, on est très timide là-dessus. Il faudrait quand même qu'on essaye de rendre ludique un petit peu la compréhension de ces armes et de ces chroniques. Mais en tout cas, donc Braveheart, c'est vraiment un petit peu l'apothéose. Alors je passe, à la suite parce que le temps m'est compté quand même, et je passe au monde de la flamme, c'est-à-dire les armes un petit peu plus évoluées et surtout les armes à feu. Pour vous parler, de plusieurs exemples, mais je peux pas tout vous dévoiler ici, hein, mais par exemple dans, le roman de Stephen King qui a été adapté à l'écran et la bande dessinée donc de Dark Tower, où le mec, le pistolero devient une vraie Gatling, humaine. Non seulement dans le tir, donc il va tirer de manière, dingue, hein, il va tirer dans tous les sens, mais en plus il va recharger son arme, de manière incroyable. Donc,
pour ceux qui le voient à l'écran, on voit qu'il a une ceinture avec des barilets qui sont déjà préparés. Alors c'est pas vraiment des barilets, c'est des ensembles de cartouches déjà prêtes dans un système de préloading, et il va passer au ras de ces machins avec son arme et il va arriver à les charger de manière très rapide, comme ça. Alors, on voit sur les scènes de tir qu'il s'exécute assez vite. Il y a plusieurs tirs. Alors je salue quand même la production parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur des vraies armes qui se passent à l'écran. Par exemple, la petite explosion qu'il y a au bord du barillet, qu'on voit sur la droite avant le tir, ça c'est vraiment, assez cool, hein. Heu, Ça c'est une des armes du tournage. On a essayé d'en obtenir une pour l'expo de Morges, mais malheureusement on n'a pas pu, ça s'est vendu comme des petits pains, hyper rapidement sur eBay. Et alors on voit, donc ça c'est un vrai du tournage, qui a servi pour le film et puis juste en dessous on voit Idriss Elba qui rattrape des balles au vol avec, son pistolet, son revolver, qui est ouvert, qui arrive à l'attraper. Alors pourquoi il est ouvert ce pistolet? Parce qu'en fait, j'ai reculé, j'ai voulu passer de slide mais je me suis mis à reculer. Donc cette arme la voilà en réalité, hein, donc en haut on voit celle d'Idriss Elba qui s'allume parce qu'en fait ce sont des armes magiques dont l'acier a d'ailleurs été fait à partir de la lame d'Excalibur, donc c'est vraiment une arme tout à fait, reliée, à des classiques de la fantasy. Le modèle historique, c'est un Remington, américain d'un modèle 58, qui a été adapté. Mais là où ils ont fait une adaptation, c'est que le barillet peut sortir, de la carcasse. Hem Et là, c'est mon slide suivant. Donc j'ai supprimé des trucs exprès pour ça, c'est pas grave, mais donc on voit que le barillet sort de la carcasse pour pouvoir y mettre des chambres, des cartouches. Or, en fait, le 58, quand on le voit comme ça, à l'écran, il a des si vous regardez à l'arrière du barillet, il a des espèces de petites cheminées et en fait, c'est parce qu'il ne peut pas recevoir des cartouches. En fait, le barillet se charge séparément. Toutes les chambres doivent se charger séparément et c'est ce qui se trouve en dessous du canon, c'est une espèce de petit levier qui permet pour chaque chambre donc vous devez extraire le barillet, vous devez charger la poudre dans chaque chambre à la main avec une petite poire à poudre. Ensuite, y mettre le projectile en plomb et puis l'enfoncer avec ce petit levier. Ensuite, retourner le barillet et pour chaque cheminée, y mettre une petite amorce et enfin remettre le barillet sur le pistolet si vous l'avez ressorti. Et ça pour chaque tir, chaque fois que vous devez faire un barillet. Et donc là, c'est pas possible évidemment. Idriss Elba, il doit tirer, comme une mitrailleuse. Donc ils ont choisi de faire un modèle avec des cartouches insérées dedans, qui a existé, hein, dans la réalité. On a adapté des vieux modèles 58 pour les adapter à des modèles de cartouches, mais seulement le barillet ne peut pas sortir de cette façon. Et surtout, dans le cas d'Idriss Elba et puis de Dark Tower, le barillet va sortir à gauche et à droite, des 2 côtés. Et donc là, on est dans la science-fiction la plus complète. On peut comprendre que le pistolero ait des pouvoirs magiques, mais par contre, la physique de l'arme, hem, elle est dépassée par l'écran. L'écran va aller beaucoup plus loin que les limites physiques de l'arme. Mais ça donne des scènes, absolument dingues, assez cool où Idriss Elba, jette des cartouches en l'air et hop, il les récupère dans ses revolvers et il tire à la volée, que moi j'ai beaucoup apprécié. Mais, ça a déclenché des scènes d'hystérie sur des forums, de fans américains d'armes à feu, qui ont vu un irrespect complet de leur passion. Enfin bref, je vous passe les détails, mais ce film a fait des dégâts dans les communautés de fans d'armes, western. La suite, bah, c'est ce que vous avez vu en preview, c'est donc, le cas de Hellboy, avec une arme mythique de l'écran qui s'appelle le Samaritain, donc un gros revolver qu'on voit ici, hein. Qui est, assez dingue parce que Hellboy va le recevoir. C'est pas du tout lui qui a ce flingue, dès le début. Il le reçoit, alors on le voit pas dans le film, mais dans le comics, il lui est offert par un ancien super-héros qui a combattu, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est la Torche de la Liberté, qui est un vrai héros US, des années 40 et qui a un vieux pistolet, à levier, un peu comme un Webley, anglais, mais en fait il est inspiré d'un revolver belge. Alors, là, c'est la petite fierté nationale parce que je suis belge, hein, pour ceux qui l'ont pas compris, mais je me trahis avec mon accent. Et ben, il vient d'un gros pistolet belge qui a été mis en place pour, répondre aux besoins des safaris, d'un temps où il y avait encore une cartouche à poudre noire, donc une cartouche assez grosse
et où il fallait pouvoir tirer, à bout portant sur des tigres ou sur des animaux assez dangereux, sans devoir passer par un fusil, mais par une arme plus rapide qui pouvait tirer plusieurs fois. Et c'est un des derniers gros revolvers, ce qu'on appelle les gros revolvers de la fin du 19e siècle, qui répondait à cette demande. Après, on est passé à la poudre au phosphore et on a pu, faire des cartouches beaucoup plus explosives. Donc on est allé vers des calibres beaucoup plus petits. Mais ce flingue, il existe quasiment à la taille de ce que Hellboy utilise. Il fait 3 kilos ou quelques, hein, donc c'est vraiment une arme de fou. Mais moi, ce qui me fait sourire, c'est que quand vous regardez le barillet, vous voyez les cartouches, non seulement on voit le dessus, mais on voit aussi les côtés de chaque cartouche dans le barillet. Et là où c'est assez drôle, c'est que, donc voilà le flingue une fois qu'il est fermé, enclenché, bien donc cette touche de couleur, jaune sur le barillet, c'est une des cartouches. Or en fait, quand il fait feu, et ben là, ça devrait lui péter à la gueule. Concrètement, ça pourrait pas tirer. Ça devrait lui exploser, dans les mains tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc voilà le gilon, hein, c'est le pistolet belge le revolver belge dont je vous parlais. Qui est assez dingue. J'aimerais bien une fois mettre, ce flingue à côté de celui d'Hellboy, on avait pu presque faire ça à Morges, mais on n'avait pas eu le même modèle. Donc voilà, à quoi ressemble, le diagramme d'une vraie arme de ce genre. Donc on voit que le barillet éjecte les douilles, hein, une fois qu'on l'ouvre. Voilà avec les douilles insérées dedans et donc qu'est-ce qui se passe quand le percuteur vient percuter l'arrière de la cartouche, qui est à percussion centrale? Et ben, ça provoque une déflagration dans la cartouche. Qui pousse évidemment, la balle vers l'avant, l'ogive vers la sortie du canon. Alors d'ailleurs, au passage, dans beaucoup de génériques de films, une fois qu'il y a un héros qui tire et qu'on suit la balle, il y a beaucoup d'infographistes qui comprennent pas comment une balle fonctionne et qui mettent à l'écran une balle complète qui sort du canon, avec la cartouche encore dessus et pas une ogive et ça, je l'ai constaté moi dans Les Experts ou dans plein de films, où ils sont censés connaître les armes. Mais bref, pour en revenir au sujet, donc vous voyez que l'ogive, elle sort par le canon. Ça veut dire que dans le barillet, il y a une explosion assez importante que le barillet doit tenir. Donc les chambres de chaque, cartouche doivent tenir une explosion assez importante. Dans le cas du Samaritain d'Hellboy, quand on percute une cartouche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a plus que la cartouche pour tenir l'explosion vu qu'on la voit à l'extérieur. Et en gros, c'est même moins d'un millimètre de cuivre. Donc c'est pas possible, ça crèverait tout de suite. Même si c'est une arme magique, c'est pas possible. Là, on voit les douilles s'éjecter une fois qu'on réouvre le barillet. Alors je vous montre ce qui se passe, hein, avec des fous américains, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tao of Mouse qui sont assez incroyables. Ils testent des tas de trucs avec des armes à feu. Là, c'est une cartouche, d'un fusil .50 qui est testée sans être dans un canon. Donc ils la testent avec une percussion à l'arrière, pour voir ce que ça fait. En fait, il s'intéressait à de savoir si la balle allait être perdue n'importe comment ou si, elle allait aller droit quand même. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc ils accrochent la cartouche. Vous voyez, c'est pas une cartouche pour rire, hein, c'est quand même un beau calibre. Ils s'éloignent, hein, on voit le fil, c'est pour leur permettre de percuter à distance. Ils vont se planquer et ils mettent une espèce de masse de gel devant pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on voit, qui se passe dès la percussion? Ben, la chemise de la douille s'arrache complètement. Donc c'est ce qui se passerait sur le côté du flingue d'Hellboy. La cartouche se déchirerait complètement et on verrait une explosion, ça lui pèterait à la figure, hein, surtout. Ce serait ça le problème, quoi. Alors pourquoi ils ont fait ce choix de la production? Ben, je j'ai demandé à des relations, apparemment c'est un choix qui s'est fait entre Guillermo del Toro et les designers du flingue. Ils étaient très conscients de ce problème, enfin très conscients de ces contraintes, hein, parce que les mecs quand même, ils savent ce qu'ils font. Mais ils ont fait ce choix pour des questions d'esthétique. En fait, lors d'un essai, ils ont présenté à Guillermo del Toro une arme en 3D, imprimée où il y avait on voyait les chambres qui étaient dégagées pour qu'il voit, les cartouches dedans et lui, il a adoré ce look-là. Donc il a demandé: «Est-ce qu'on peut avoir ce flingue tel quel?» et ils ont dit oui, quoi. Ils ont respecté les volontés du réalisateur et pour moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que ça montre bien, les différences entre des armes de la réalité et des armes à l'écran où on peut se permettre un peu ce qu'on veut. Donc ça crée une arme assez mythique dans le cinéma et moi je suis assez client.
et donc je suis assez content de pouvoir exploiter ça et montrer les différences. Alors on monte un petit peu dans la modernité, hein, puisque peut-être certains d'entre vous ont vu ce film, Equilibrium qui a pas été très connu. Il a pas fait un gros succès, mais il a marqué un petit peu son monde. Il a une sacrée inventivité, dans plein de choses et notamment au niveau des armes à feu, il a fait des vraies créations, donc c'était assez chouette. Heu on l'a qualifié un peu d'avoir il y a même eu une polémique pour savoir s'il y avait eu des vols de concepts de Matrix, sans savoir, en gros ce qui s'est passé, en tout cas, il n'a pas eu la couverture de Matrix et la diffusion de Matrix et pourtant il aurait amplement mérité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce film, hein, où c'est un petit peu un futur à la Blade Runner ou, à la 1984, hein? C'est un futur où le pouvoir en place, jugule les libertés des citoyens et notamment il y a une caste de combattants, qui est capable de faire des prouesses techniques et notamment des katas, d'arts martiaux avec tout un tas d'armes, dont les armes à feu et c'était la première fois qu'à l'écran, ils incluent enfin un créateur et un cinéaste incluaient l'arme à feu dans un art martial. Ça, c'était vraiment une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de gestes à accomplir et on utilisait l'arme, comme dans une séquence, où on fait des gestes, comme au karaté ou comme dans d'autres arts martiaux. Qui était assez intéressant et donc ça fait des scènes assez dingues, où ils tirent dans tous les sens en suivant une espèce de tradition. C'est assez chouette. Donc là, on voit, l'acteur principal, faire une série de tirs. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces armes? Non seulement elles tirent un peu trop, hein, on se retrouve devant ce que j'appelle le syndrome, Robocop, on va en parler après, mais la capacité des magasins réels de l'arme ne permet pas de tirer autant. Mais qu'est-ce qui se passe, d'autre? C'est que dans les logements des magasins du pistolet, donc dans les cartouches, le héros, à un moment donné, déclenche une espèce de crochet qui sort des cartouches et qui lui permet d'exploser les visières, des casques des soldats qui l'accompagnent, contre lesquels il se retourne parce qu'en fait, c'est un moment où il bascule dans la rébellion et où il va permettre à des rebelles de s'échapper. Et le problème, c'est que pour déclencher, de tels mécanismes, il faut un mécanisme interne et ça veut dire que déjà, on était sur un magasin de tir qui tire trop, mais là, on perd de la place dans la cartouche, enfin dans le magasin, donc c'est assez, tiré par les cheveux, mais par contre, c'est une belle invention, technique, hein. Alors l'arme de base, c'est un Beretta 92, classique, hein, un peu comme pour Matrix ou d'autres films. Là, il termine une session où il vient de foutre tout le monde par terre et en bas, c'est un dans la seconde moitié du film où il fait une série de tirs avec des postures, alors c'est des postures un peu presque impossibles à accomplir avec des armes réelles, dans le sens où il y a un phénomène de recul qui va se passer avec une arme réelle, qui fait que votre prise en main, elle va être, pas impossible, mais elle va être vraiment mise à rude épreuve. Les armes à feu qui sont utilisées dans les films, c'est des armes à blanc et donc leur pouvoir de recul, il est pas du tout le même. En fait, on va pas éjecter un projectile, donc la force de recul de l'arme n'est pas du tout comparable. Donc les acteurs vont arriver à faire des prouesses techniques. Par exemple, ils vont arriver à tirer un peu trop vite, dans un couloir, grâce à ça. Donc ça, c'est, propre aux armes, de cinéma, aux armes à blanc. Alors que dans la vie réelle, les mêmes armes avec un projectile vont être impossibles à tenir. Il va falloir, d'abord subir le recul, ensuite réarmer, donc c'est-à-dire, remettre votre arme en position de tir et puis seulement faire un second tir. Donc ça, c'est pour l'utilisation des armes. Alors ces armes-là, elles ont aussi des choses assez, chouettes au niveau visuel, hein. Il y a des cartouchières qui sont, il y a des magasins qui sont dans les manches du héros et en inclinant simplement l'arme et ben, il va récupérer des magasins pour tirer et il va aussi faire feu avec une espèce de feu de tir, qui va faire une espèce de croix, de Malte, à l'avant. Alors cet effet de feu, on peut l'obtenir sur un échappement des gaz, sur des côtés d'un tube qui aurait des perforations, mais malheureusement pour le film, là, là, c'est de la création. On ne pourrait pas faire cet effet, sur un échappement de gaz. On peut faire ça sur des feux d'artifice, mais pas sur une cartouche en sortie de canon. Mais par contre, c'est super visuellement. C'est une vraie invention du film que je trouve assez chouette. Voilà pour, Elysium, pour, Equilibrium, pardon. Alors, bah, je vous parlais de l'effet Robocop.
Là, c'est la tot donc Robocop permet, une variation de choses. Alors c'est un film qui est ancien, hein, je parle de la première version, mais qui a marqué son temps. Moi, je me souviens, j'étais assez jeune quand j'ai vu tout ça et ça me rappelait des westerns et des tas de choses assez chouettes au cinéma mais ça m'a marqué comme tout le monde. D'ailleurs, on en riait à la cour de récré, je me souviens, on riait du fait qu'il tire un peu trop, quoi et qu'il a une espèce de réserve inépuisable de balles. Alors, il a une espèce d'arme, qui est dérivée du Beretta 93S, je vous montre après. Déjà là, on voit sur cette scène, il y a un échappement des gaz qui est pas tout à fait, chrétien. On le voit ici sur les côtés, sur les bords du canon, donc il y a un compensateur qui est à l'avant pour compenser la perte des gaz. Sauf que le long de ce canon, normalement, les perforations, elles ont pas à y être. Ça voudrait dire que le canon est perforé. Donc ça c'est un premier problème. Mais par contre, c'est joli visuellement. Alors qu'est-ce qui se passe dans le stand de tir de la police? N'importe qui a tiré dans cette salle et qui sait ce que sont les règles de sécurité de tir, rigole en voyant cette scène. C'est-à-dire que tous les mecs qui tirent passent la tête, dans la zone de tir. C'est une des premières règles où qu'on peut absolument pas faire et surtout, dans les forces de police. Donc là, c'est assez drôle, hein. Ils ont des tas de lunettes et de trucs pour se protéger les oreilles, mais par contre, ils vont pencher leur tête, alors qu'on tire à balles réelles dans le stand, c'est c'est assez drôle et ils se penchent pour voir ce qui se passe de l'autre côté et on voit Robocop tirer. Alors non seulement, là, j'ai pas pu vous mettre le son, mais le son n'est pas, collé à la séquence, hein. En fait, ça tire un peu trop, par rapport au nombre de déflagrations, mais sur l'image, on peut voir les petits points qui sont sur le canon, hein, juste avant la sortie de tir. On voit des espèces d'orifices ronds, lumineux. Bah, en fait, ces orifices-là, c'est des compensateurs. Le problème, c'est que la balle, l'ogive va traverser ce tube avec des perforations et en fait, ces perforations, elles peuvent ralentir l'ogive, le projectile, mais elles peuvent même occasionner des percussions et si votre balle va ricocher à l'intérieur du canon, vous imaginez le problème que c'est pour un tir et puis la dangerosité que ça peut être. Donc ça, c'est pas possible au niveau balistique. Mais ça fait de sacrés effets, on le voit sur la cible là. Donc voilà l'arme de Robocop tout en haut, hein, c'est une arme un peu mythique, il y a pas mal de versions airsoft qui existent et cette arme elle existe vraiment, hein, juste en dessous on voit sa version développée par Beretta et il y a un petit levier qui se développe sur l'avant et ben, c'est pour le tenir parce que le recul de cette arme, il est assez impressionnant. C'est une arme qui permet de tirer en rafale, on le voit avec le chargeur un peu profond donc le problème, c'est qu'elle est vite déchargée, mais vous pouvez, faire une série de tirs assez, rapide, en déflagration. Mais par contre, elle est tellement puissante qu'il faut la tenir par l'avant, ce que évidemment Robocop peut faire d'une seule main puisqu'il est, super balèze. D'ailleurs, la production a utilisé une arme, réelle, hein. Ils ont utilisé une vraie 93S, pour ça. Donc là, bah, je vous avais mis un petit diagramme d'un Beretta, en train de se charger avec l'arrière de la culasse, hein, qui va charger la cartouche dans le magasin, enfin dans le tube. Et on voit bien d'ailleurs que le chargeur est limité, hein, en balles, il y en a une douzaine, une quinzaine. On peut pas aller au-delà de 15 balles dans le chargeur. Maintenant, on a beaucoup modernisé tout ça. Il y a des chargeurs qui vont un peu plus loin, mais on pourrait pas le faire sans allonger le chargeur, en dessous de l'arme. Alors on passe à la suite, c'est-à-dire, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Matrix et où là, c'est la gymnastique olympique, pas seulement pour les personnages qui font des pirouettes, mais aussi les armes auxquelles on demande beaucoup de choses. Donc dans une des séquences, mythiques où, Neo arrive dans le commissariat pour dézinguer tout le monde et essayer de se faire, Mister Smith, l'agent Smith, bah, il y a une scène mythique où il dépose son sac plein de flingues, dans la vidéo et après, bah, il va dézinguer tout le monde. Et cette scène, au niveau balistique, elle pose tout un tas de problématiques, hein. D'abord, les armes font un dégât absolu dans toute la pièce, c'est la destruction totale, avec des armes d'assez petit calibre. Alors les policiers ont des AR-15, qui sont des ogives assez puissantes, assez perforantes, mais par contre très pointues et qui vont avoir tendance à ricocher sur les parois lisses. Donc, les parois en marbre vont plutôt avoir tendance à avoir des estafilades plutôt que des explosions, de cette sorte et alors les flics, mais aussi,
les héros vont utiliser des petites armes, des 9 millimètres ou des petites armes, des Ingramac ou bien des Beretta, avec des petites ogives assez rondes qui vont avoir des percussions assez relatives et qui vont pas pouvoir, exploser du marbre de cette manière. Le marbre est une pierre assez résistante et surtout, quand il est disposé comme ça de façon lisse, ben, ça va avoir une tendance à glisser dessus. Parce qu'on n'est jamais, parfaitement, en plan, droit contre cette paroi. Ils font tout un tas de tirs, sur le côté, hein, donc ça ricocherait. Mais pour des effets visuels, eh ben, la production a choisi de faire exploser cette salle dans tous les sens. Et cette scène, elle est assez dingue, hein, elle est vraiment chouette. Mais au-delà de ça, bah, les héros font des pirouettes gymnastiques et ils tirent même en étant à l'envers. Et là, en fait, les armes sont vraiment soumises à rude épreuve parce que d'abord, il y a des armes qui peuvent pas tirer en étant à l'envers, parce qu'elles éjecteraient des cartouches, de façon désordonnée et même elles pourraient se bloquer, hein, tout simplement. Il y a des armes qu'on est obligé de tirer, d'utiliser en étant positionnées de façon droite. C'est pas le cas des revolvers, c'est pas le cas de tout un tas d'armes automatiques, mais il faut quand même pas trop leur en demander. Et après, il y a aussi, le fait que, ben, ces armes, par contre, elles sont, dans la matrice, donc on va de toute façon, arrêter le discours, technologique très vite là-dessus parce que, c'est la matrice qui évidemment permet que les armes aillent un tout petit peu plus loin que leur capacité. Mais ça fait sourire évidemment les tireurs et les adeptes de ces armes, où elles ont quand même des limites assez, posées, quoi. Alors on va dans le fantastique, futuriste, là complètement, on dépasse les univers, proches de nos époques. Pour aller vers Blade Runner, c'est je pourrais pas, en parler autant que je voudrais, hein, parce qu'on approche de la fin. Mais en fait, Blade Runner mériterait une conférence, rien que pour les armes qu'il y a dans ce film, dans ces films. Surtout parce qu'ils ont produit une arme qui est devenue mythique au cinéma, qui est le blaster de Deckard d'Harrison Ford et qui est non seulement, très jolie, hein, visuellement pour ceux qui aiment, les armes à feu, mais surtout elle est enrobée de légendes. On ne sait pas qui a fait cette arme. Même la production, ne donne pas de réponse claire là-dessus. Tous les armuriers qui ont approché plus ou moins, ceux de la production n'arrivent pas à avoir des réponses. L'explication la plus simple, c'est que la production a trouvé un morceau de fusil coupé, qui a servi à le fabriquer et ils ont rajouté des éléments dessus. Je vais vous expliquer, assez rapidement pourquoi, mais par contre, ils n'arrivent pas à expliquer, qui l'a réalisé en entier. Alors c'est une arme qu'on voit pas beaucoup dans le film déjà, donc dès sa sortie, hein, et ben, les fans ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que cette arme parce que elle a une identité très forte à l'écran. On voit qu'elle est superposée avec 2 espèces de niveaux. On comprend pas très bien, elle est assez balèze et tous les fans d'armes de cette époque ont essayé de la reproduire en caoutchouc, en résine, en bois, enfin, c'est une arme qui il y a beaucoup de forums, sur le sujet que j'ai parcourus. Alors voilà la version qu'on a eue pour l'expo, à Morges et pour des expos qu'on va faire ailleurs. Ah, en parlant d'armes anciennes, qu'on va faire ailleurs, je vous entends d'ici. Enfin bref, je la fais tout seul. Donc voilà, c'est une arme qu'on a eue, c'est une copie qui a été faite par la firme Tomenosuke, une firme japonaise, qui en a fait une version, ouais alors, il y a quelqu'un donc, tu dis que tu as une version airsoft, c'est peut-être la version de Hartford, qui a été faite, il y a quelques années. J'arrive pas à la trouver, facilement maintenant. J'essaye d'en trouver plusieurs versions pour les expos, mais c'est pas simple. Maintenant sur Etsy, il y en a plein, qui se vendent, voilà comme tu dis, bah, il y a plein de on peut en acheter, mais ça va assez vite et assez cher. Cette version-là de Tomenosuke, elle a été faite de façon inerte, hein, donc elle peut pas tirer. Mais par contre, elle vous montre à l'écran ce qui s'est passé pour la production. C'est-à-dire que la production, eux, ils ont besoin qu'Harrison Ford tire sur le répliquant et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Ils vont mettre dans l'arme une arme, qui peut tirer à blanc. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi là? Comme souvent, hein, ils ont mis un revolver parce que l'avantage du revolver, c'est qu'il ne va pas éjecter de cartouches pendant la séquence. Parce que vous imaginez ce que c'est qu'un problème d'éjection de cartouche sur une scène qu'on doit tourner. D'abord, la cartouche, elle s'éjecte n'importe où. Elle est chaude, donc elle peut arriver dans le costume d'un figurant. C'est arrivé sur Star Wars, hein, par exemple. C'est ingérable une cartouche chaude sur un tournage. Donc le revolver, l'avantage, c'est limité en tir, on peut tirer que 6 fois, pour la plupart des revolvers, mais par contre, c'est fiable au niveau de l'éjection, la cartouche reste dedans.
Par contre, il faut un armurier de plateau qui très vite récupère l'arme, enlève les cartouches et en remet. Mais voilà ce qu'il doit faire à chaque fois, ils doivent cacher une arme dans celle de tournage. Et alors pourquoi ils ont utilisé, plusieurs armes? Ben, vous voyez là le secret de cette arme, on voit toutes les armes qu'il y a dedans. Tout en bas, il y a une carabine, d'une marque autrichienne qui s'appelle Steyr Mannlicher et qui est une carabine de chasse, hein, qui est une carabine à verrou, qu'on peut utiliser. Je suis désolé, c'est des annonces stupides qui m'arrivent sur le PC, excusez-moi. Et on voit qu'ils ont inclus là-dedans, un revolver qui est un Bulldog 44, donc qui est un revolver de la police américaine, qui est le revolver de tir à blanc. Seulement le problème, c'est que le revolver, il tire, mais la partie de carabine, elle sert à rien du tout. Elle est juste là pour le look et par contre, elle rajoute 1,5 kg de ferraille. Donc c'est juste pour le look. C'est vraiment pas pour une efficacité, de tir. Alors pourquoi est-ce qu'il peut pas tirer, cette carabine? D'abord parce que le revolver est en plein milieu, donc il va empêcher qu'il y ait des cartouches qui montent vers le magasin. Mais si vous regardez bien, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, en fait, si on regarde l'image centrale où on voit la partie décortiquée sans la crosse, en fait, on voit que la part où la cartouche doit rentrer, doit s'éjecter et rentrer, juste après, devant le canon, et ben, c'est là que la balle va se placer pour être tirée. Et sur la version du pistolet, et ben, ils ont coupé cette partie, donc ils ont en gros enlevé le canon. Donc c'est comme si la cartouche sortait devant le canon et que Descartes devait tirer avec sa cartouche devant. Qui est pas possible en fait, hein, évidemment. Donc en gros, c'est vraiment juste pour le look. Cette arme, elle sert à rien du tout et c'est pas son seul problème. Elle a pas de système de visée, par exemple, hein, si vous regardez le dessus du canon, il y a pas de mire, il y a un tout petit une toute petite vis en haut, mais il y a pas de système de tir. Donc c'est une arme qui rend, qui est fanatique, hein, qui rend fanatique les fans de ce film, mais qui en fait, présente très vite des problèmes de réalité. Alors moi, je m'en fous, complètement, j'adore ce flingue. J'essaye d'en avoir plusieurs versions pour les expositions, pour justement montrer ça. Mais par contre, c'est un milieu, il y a un milieu de mecs qui reconstituent ces armes, qui essayent de faire les mêmes choses que pour le tournage et c'est un panier de crabes, hein, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes. Depuis les années 80, il y a beaucoup de gens qui l'ont reproduit. Voilà, c'est assez fou, quoi. Bon, je passe, à la suite parce que de toute façon, j'ai pas le temps de développer, mais je pourrais en parler des heures, vous l'avez vu, très vite. Je vous parlais des problèmes des éjections de cartouches et ben, c'est le cas pour Star Wars. Star Wars, hein, en gros, ils ont tout tourné à Londres ou presque et en fait, ils ont été vers des armuriers de cinéma qui étaient déjà des mecs qui bossaient pour le cinéma, notamment les armuriers, Bapty de Londres. Et en fait, quasiment toutes les armes, qui apparaissent dans les films et jusqu'à nos jours, hein, sont des armes de la Seconde Guerre mondiale ou même de la Première. Notamment le DL-44 qui est donc l'arme utilisée par Han Solo, qui est un Mauser 1896 et qui a été détourné. Alors ils ont même pas vraiment beaucoup détourné l'arme parce que Bapty venait de louer cette pour un film précédent où, il y avait un sniper, qui devait l'utiliser, qui montait sur les toits avec une arme qu'il allait monter, avec le canon qui vissait sur le flingue et cetera et du coup, ils ont vu cette arme avec déjà son principal accessoire qui était sa lunette. Une lunette qui était montée sur la carcasse. On voit la scène, mythique dans l'épisode 5, où Vador est en fait invité surprise et se retrouve face à Leia, Han Solo puis Chewie, enfin voilà je vais pas perdre mon temps à chercher le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous voyez, chez les Cadricians, voilà. Et donc cette scène et ben, Han Solo va essayer de tirer, frontalement sur Vador. Alors, pour ceux qui la voient à l'écran, moi je la vois apparaître. On voit, Harrison Ford qui tend le flingue vers Vador et sur, les anciennes versions et sur un shot que j'ai réussi à tirer, on voit une espèce de forme qui s'échappe vers le haut et ben, c'est une douille. Donc le flingue de Han Solo éjecte une douille parce que c'est une arme à blanc. Alors le fait de tirer à blanc, c'est très important à deux intérêts. D'abord pour les mecs des effets spéciaux, ça déclenche un flash. Donc quand eux, ils passent, les images, image par image, ils voient le moment où ils doivent accrocher le tir de phaser.
parce qu'il y a une détonation, blanche à l'avant du flingue. Donc déjà, c'est super important et en plus de ça, dès les premiers essais de Star Wars, mais aussi d'autres films, hein, quand on demande à un acteur de simuler un tir, en gros, c'est foireux à l'écran. Il tend le flingue et il doit, faire un effort musculaire pour, comme quand on était gamin, faire piou piou et piou piou, ça marche pas parce que, notre œil, il est quand même pas con. On voit bien qu'il y a pas de détonation, on voit bien que c'est pas une arme réelle qui donc pour des raisons de crédibilité, la majorité des réalisateurs, bah, font tirer les acteurs avec des armes à blanc parce que ça amène une crédibilité de scène, de jeu. Parce que vous devez lutter contre l'arme, vous devez, la maîtriser, c'est un recul. Même à blanc, il y a quand même un peu de recul et donc ça amène vraiment une crédibilité et donc ça, c'est dans les premiers épisodes. Donc les douilles ont posé des problèmes parce qu'elles s'éjectent un peu n'importe où, mais il y a pas que ça. Les accessoires qui ont été rajoutés sur les armes, des fois, les systèmes de culasse des armes les ont défoncés et donc il y a des scènes où, malheureusement, George Lucas ne les diffuse pas, comme les scènes où les Stormtroopers se cassent la figure, on les verra très peu parce qu'il aime pas ça, il paraît, et ben, il y a des armes qui explosent, dans les mains des acteurs. Notamment pour des questions d'assurance, c'était vraiment pas bien de les montrer, mais aussi, ça montre que, ben, des fois les armuriers, doivent tellement rajouter de pièces sur les armes à feu que ça devient au détriment de la fonctionnalité, donc c'est aussi prendre des risques. Alors jusqu'aux armes récentes, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des airsoft. Et d'ailleurs, dans les derniers épisodes, là, on le voit carrément sur l'affiche, tous les mecs qui tirent à l'airsoft, vont le reconnaître tout de suite. Sous le chargeur principal de l'arme, il y a un trou et en fait, ce trou, il est là pour charger l'arme en gaz. Donc ce que tient Harrison Ford à l'écran pour le l'affiche et ben, c'est un airsoft, en fait et le milieu des airsoft commence à produire des copies de Star Wars, que la production des spin-offs et que la production de Star Wars, par exemple dans le Mandalorian, eh ben, ils achètent ça. Ils commencent à acheter des kits produits par les fans et produits par les gammes d'airsoft, pour, en fait, bah, gagner du temps, hein. Ils se retrouvent avec des trucs vachement bien foutus par les fans et ce phénomène, on va le retrouver dans Game of Thrones et dans d'autres films sur, des univers fantastiques médiévaux où par exemple les mecs vont aller acheter des armes en latex qui viennent du GN ou des cottes de mailles en aluminium qui viennent du milieu du GN. En gros, le cinéma va pomper des innovations de nos loisirs. Ça, c'est assez, dingue parce que ça veut dire que nous, on est influencé par le milieu du cinéma et on produit des loisirs qui en sont dérivés et derrière, on va de nouveau influencer ce cinéma avec des produits dérivés qu'on invente pour nos propres loisirs. Ce qui est assez chouette, ça montre qu'il y a une boucle, de tout ça. Donc ça, c'était pour l'affiche d'Harrison Ford. On va retrouver ça jusqu'à des productions récentes et donc dans Rogue One, on peut voir sur cette scène, ben, Jyn Erso qui fait feu avec un lugeur de l'armée allemande qui est transformé, dont on peut d'ailleurs déjà trouver des kits, en ligne. Et ben, on voit que la culasse se recule sur l'arme et qu'elle éjecte aussi, une douille. Ça veut dire que jusqu'à la production, récente, hein, il y a pas mal d'armes qui ont été, dérivées des armes réelles. Ils ont gardé un petit peu cet ADN que moi je trouve super important parce qu'en fait ça crédibilise l'univers. En fait, l'univers de Star Wars, il est conçu à partir de tas d'objets, du réel et ça contribue à sa crédibilité, ça contribue à son ADN. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, je suis très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont faire dans la série Amazon au niveau des épées et de l'escrime, parce que s'ils zappent ce côté-là par rapport au film, eh ben, on va peut-être assister à une perte de qualité. On verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, pour les fans, j'avais mis une petite séquence, où les Stormtroopers ne ratent pas toujours leur cible, hein. Il y a des mecs sur YouTube qui se sont amusés à en faire des compilations, où on voit très clairement qu'il y a des types de la rébellion qui s'effondrent après des tirs de Stormtroopers, comme quoi c'est quand même cible, il faut pas tout leur mettre sur la figure et pour l'anecdote, ben, les armes des Stormtroopers, c'est des armes de l'armée, britannique. C'est pour ça, hein, qu'ils ont choisi ces armes-là, c'est parce que comme ils ont tourné à Londres et qu'il fallait que les Stormtroopers aient tous la même arme, les seules armes en stock qui étaient, valides à trouver rapidement, c'était des armes de l'armée britannique des années 50 et donc ils ont pris cette arme britannique-là à levier de chargement sur le côté, à chargeur latéral, qui est à peine déguisée. En fait,
la crosse est repliée sous le dessous de l'arme. Ils ont rajouté une lunette de l'armée allemande, des petits trucs plastiques à l'avant, et c'était bon, hein, le E11 était né. Et donc, c'est vraiment dérivé de ça. Par contre, pour avoir des copains qui sont Stormtroopers sur des tournages, ben, ils m'ont bien confirmé, le problème, c'est le casque, hein. Le casque permet vraiment pas de voir l'arme quand vous tirez. C'est tout un problème. Et d'ailleurs, du nouvel ordre, ils sont encore pires que les premiers. C'est assez fou comment la production force les figurants à tourner avec des trucs inutilisables. Ça, c'est vraiment. Alors pour l'anecdote, bah, il y a une petite. Je vous conseille d'aller voir Professeur Moustache et puis les séquences d'Arte qui décortiquent un petit peu l'aspect scientifique des univers de ce genre et puis notamment les sabres laser, hein. Ils expliquent un peu comment le laser fonctionne et comment c'est pas possible évidemment d'avoir un sabre laser dans la réalité humaine. Mais évidemment, c'est compté sans le kyber crystal et puis les mitochondriens, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, mais en tout cas, ce qu'ils avaient inventé avec l'épisode 1, qui n'a pas ravi les fans de l'univers, on va dire. Et sur ce, je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous renvoie au bouquin qu'on a fait avec ma chère épouse qui est dans la pièce et puis qui vous fera une conférence demain sur les costumes dans Game of Thrones. Et puis au livre voilà, qu'on s'apprête à faire. On va essayer de placer l'expo en France. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui en voient l'utilité sur des sites et des musées auxquels on n'a pas forcément pensé, bah, je vous remercie de nous le faire savoir et je vous invite à nous en parler. Et maintenant, bah, je suis ouvert à vos questions.